Chapitre 2. Lambert. Le vent frais de Wengar soufflait à travers les larges avenues, s'infiltrant même entre les murs imposants de la capitale, rappel silencieux des terres glacées qui s'étendaient au sud. Tandis que je traversais les vastes cours pavées menant au palais impérial, j'observais d'un regard critique cette forteresse de pierre, étendue telle une main protectrice au-dessus des maisons nobles et des quartiers commerçants qui s'étiraient à l'horizon. Pourtant, derrière cette façade majestueuse, les préoccupations de l'Empire grandissaient. Je pénétrais dans l'aile sud, où l'empereur Yggdrass m'attendait. La salle du conseil, aussi austère que familière, était ornée de tapisseries illustrant les triomphes du temps du royaume d'Énos. Mais l'atmosphère qui y régnait aujourd'hui était lourde de tension. Mon rôle était celui d'un pragmatique, d'un conseiller dévoué à l'ordre, à l'efficacité et surtout à la préservation de la suprématie impériale, quels que soient les moyens à employer. Une mission que je prenais très au sérieux. Mon devoir n'était pas de flatter l'empereur ou de lui offrir des paroles réconfortantes, mais d'assurer que chaque décision serve les intérêts de l'Empire, avec lucidité. J'étais là pour anticiper les dangers, évaluer chaque option, et si nécessaire, proposer des solutions que d'autres n'oseraient même pas envisager. Mes conseils n'étaient pas donnés pour plaire, mais parce qu'ils étaient indispensables. C'était la place que je m'étais taillée à cette cour, un rôle où l'hésitation n'avait pas sa place, seulement la froide efficacité. En entrant, je saluai d'une légère inclinaison de tête l'empereur, qui se tenait pensif près de la grande table de chêne. Il n'était pas assis sur son trône, mais debout, le regard perdu dans les flammes dansantes du foyer, une expression de gravité marquant son visage vieillissant. « Majesté », dis-je avec révérence en m'approchant, « j'espère que mes conseils vous seront aujourd'hui d'une quelconque utilité. » Il se détourna des flammes, me fixant de son regard perçant. Malgré les années, Yggdrass demeurait un homme d'une force indéniable, mais les préoccupations de l'Empire pesaient lourdement sur ses épaules ces derniers temps. « Lambert, dit-il d'une voix grave, je m'inquiète pour Sir Elmich. Nous l'avons envoyé au sud pour entamer des négociations, mais la situation est si tendue. Est-ce même faisable ? Je m'inclinai légèrement, observant les plis de tension qui marquaient Confront. Sir Elmich, un chevalier de confiance, avait été envoyé en mission vers les Hommes des Glaces, dans l'espoir d'ouvrir des pourparlers de paix. C'était une mission délicate, et bien que je ne doutasse jamais de sa loyauté, je savais que négocier avec ces barbares du froid serait tout sauf simple. « Je crains que nous perdions un temps précieux, » répondis-je, mes mots choisis avec soin pour ne pas exacerber les craintes déjà présentes dans l'esprit de l'empereur. Les Hommes des Glaces sont des êtres farouches. Ils chérissent leur indépendance, comme d'autres vénèrent des dieux. Je doute fort qu'ils se plient aux volontés de l'Empire sans incitation. L'empereur acquiesça, son regard se durcissant légèrement. Elmich est capable, mais il est vrai que ces hommes du froid sont plus résistants que nous ne le pensions. Que proposes-tu, Lambert ? Nous avons besoin d'une solution rapide. Je pris un instant pour peser mes mots. La diplomatie avait ses limites, surtout face à des peuples aussi fiers et peu enclins à la soumission. Cependant, une guerre prolongée au sud n'était pas dans notre intérêt, surtout avec les ressources limitées dont nous disposions et les tensions internes qui croissaient au sein de l'Empire. Il fallait agir avec finesse, ou à tout le moins, maintenir l'apparence de la finesse. « Majesté, commençai-je doucement, nous ne pouvons nous permettre de patienter indéfiniment. » Je marquai une pause, guettant la réaction de l'empereur avant de poursuivre. « Peut-être devrions-nous envisager une alternative à la mission de Sir Elmich, si la diplomatie échoue, ce qui, je le crains, est une possibilité très réelle. Nous devrons considérer des actions plus directes. » L'empereur se tourna pleinement vers moi, croisant les bras sur sa large poitrine. « Direct, dis-tu ? Tu proposes la guerre, alors que nous espérons encore la paix ?» Je hochai légèrement la tête. «
mes pensées déjà tournées vers les options qui s'offraient à nous. Majesté, la paix est, bien sûr, notre objectif premier, mais il serait imprudent de ne pas préparer l'éventualité de l'échec des négociations. L'empereur resta silencieux un moment, le doute marquant ses traits. Il ne voulait pas déclencher un conflit inutile, mais il comprenait les enjeux. « Prépare des renforts, Lambert, dit-il enfin, mais garde-les en réserve. Nous n'agirons pas tant que nous n'avons pas de nouvelles d'Elmiche. Si la paix est possible, nous la saisirons. Mais s'il échoue, » il laissa sa phrase en suspens, mais son ton laissait peu de doute sur la suite. Je m'inclinai respectueusement. « Comme il vous plaira, Majesté. Les préparatifs seront faits discrètement. » En quittant la salle, je ne pus m'empêcher de réfléchir à la précarité de la situation. Les hommes des glaces représentaient certes une menace, mais je savais que d'autres fronts s'ouvriraient bientôt. L'Empire devait rester fort, et pour cela, nous avions besoin de réponses rapides, qu'elles soient diplomatiques ou militaires. Je sentais que l'empereur était devenu encore plus soucieux depuis la naissance de sa fille, Aleina. La venue de cet enfant avait changé bien des choses dans l'atmosphère du palais. Yggdrass, autrefois focalisé sur les affaires d'État et la gestion des conflits, semblait désormais habité par des préoccupations plus personnelles, comme si l'avenir de l'Empire reposait non seulement sur ses décisions, mais sur le monde que sa fille allait un jour hériter. La paternité avait accentué chez lui un sens aigu de la responsabilité, et chaque menace potentielle, aussi petite soit-elle, semblait désormais peser plus lourdement sur ses épaules. Je marchais à travers les longs couloirs du palais, mon esprit encore occupé par la conversation avec l'empereur. C'est alors que, au détour d'un couloir, j'aperçus l'impératrice Maria. Sa démarche rapide et son regard préoccupé témoignaient de l'agitation qui régnait chez elle ces derniers temps. Il n'était pas difficile de deviner la source de son tracas. Elle cherchait une fois de plus à retrouver son fils, le prince Timène. Ce garçon de 10 ans avait une énergie débordante, toujours à courir dans les jardins, à grimper aux arbres comme un petit sauvage, insouciant des responsabilités et de l'étiquette impériale. « Intenable », disait-elle souvent, un mélange de tendresse et de frustration dans la voix. « Avez-vous retrouvé le prince, votre majesté ?» demandai-je en m'inclinant respectueusement. Elle soupira, un sourire lassé aux lèvres. « Pas encore, Lambert. Cet enfant est une véritable tornade. Il était dans la cour, à l'instant, mais d'un moment à l'autre, il disparaît. Toujours à vagabonder, grimpant où bon lui semble, à croire qu'il n'a aucune conscience de son rang. » Je notai un léger reproche dans son ton, mais aussi une affection palpable. Le prince Timène était certes un enfant difficile à contrôler, mais c'était aussi un garçon plein de vie, qui n'avait pas encore été façonné par les dures réalités du pouvoir. À mes yeux, il était encore bien trop naïf face aux défis de ce monde. Une naïveté qui, si elle n'était pas maîtrisée, pourrait un jour le mettre en danger. « Il a encore le temps de mûrir, votre majesté, » répondis-je avec une nuance de prudence. « Mais il faudra veiller à ce qu'il comprenne, tôt ou tard, les réalités de sa position. Le monde au-delà des murs du palais est bien plus impitoyable que nos jardins impériaux. » Maria acquiesça distraitement, son esprit déjà ailleurs, probablement sur sa fille, la petite Aleina. J'en profitai pour changer de sujet. « Pensez-vous que tous les rois viendront ?» demandai-je avec une pointe de curiosité, faisant allusion à la grande célébration prévue pour la naissance de la princesse. Elle s'arrêta un instant, semblant rassembler ses pensées. « Qui donc ?» s'enquit-elle. « Les souverains invités à la capitale pour célébrer la naissance de votre fille, » précisai-je. Un léger sourire étira ses lèvres alors qu'elle reprenait sa marche, ses pas résonnant dans les couloirs de marbre. « Ils viendront tous, Lambert, » dit-elle avec assurance. « Tous sont prêtés allégeance à mon mari, leur empereur. Ils n'ont guère le choix, sinon ce serait une insulte envers l'Empire tout entier. Cependant, le roi des nains reste un point d'interrogation. » Elle haussa légèrement les épaules. Son royaume est si loin, et honnêtement, je comprendrais qu'il préfère éviter un tel voyage. Après tout, la naissance de la fille d'un empereur humain doit bien peu l'intéresser. Et pour être franche,
Je n'ai que faire de la présence d'un roi dont je ne connais même pas le visage. » Ces paroles étaient empreintes d'une certaine indifférence, peut-être même d'un léger mépris pour ce monarque qu'elle considérait comme lointain et insignifiant dans le grand échiquier politique de l'Empire. Je fronçai légèrement les sourcils, mes pensées déjà tournées vers les implications diplomatiques d'une telle absence. Sa présence, bien que peut-être insignifiante à vos yeux, est cruciale, Majesté. Notre alliance avec les nains est l'une des plus précieuses que nous ayons. Même si je doute que la naissance d'une princesse humaine passionne véritablement un roi nain, il s'agit là d'une question de respect mutuel. Son absence pourrait être perçue comme une distance croissante entre nos peuples. Maria, bien qu'intelligente et fière, avait parfois tendance à sous-estimer les subtilités de la diplomatie. « D'ailleurs, où est la princesse ?» demandai-je finalement, changeant de sujet. Un sourire doux éclaira le visage de l'impératrice. « Ma fille est avec nos domestiques. Je m'apprêtais justement à aller la rejoindre. » Je m'inclinai respectueusement. « Veuillez excuser mon indiscrétion, Majesté. » Elle fit un léger signe de tête avant de continuer son chemin, laissant dans son sillage une légère fragrance de lavande. L'alliance avec les nains était cruciale, non seulement pour maintenir l'équilibre géopolitique, mais surtout pour garantir la survie de nos ambitions militaires. Notre besoin de financement pour soutenir l'armée grandissait chaque jour. Les renforts réclamés par l'empereur pour renforcer nos positions dans le sud devaient être payés, et cet argent, nous n'en disposions plus en abondance. Les coffres de l'Empire, autrefois pleins à craquer grâce aux conquêtes glorieuses de nos prédécesseurs, commençaient à se vider. Chaque campagne, chaque forteresse érigée, chaque territoire annexé avait un coût. Ces victoires, bien que retentissantes, laissaient des cicatrices non seulement sur les champs de bataille, mais aussi dans les comptes de l'Empire. Et nous n'étions pas prêts pour une guerre prolongée sans le soutien financier nécessaire. Il nous fallait l'or des nains, maîtres des mines et des trésors enfouis sous les montagnes. Leur soutien économique pouvait être la clé qui nous permettrait de maintenir l'élan des récentes conquêtes, sans sombrer dans l'endettement. Nos armées, autrefois victorieuses, ne pouvaient pas subsister uniquement sur la gloire passée. Le coût d'une force militaire en marche, surtout dans des régions aussi hostiles que les terres du Sud, nécessitait des fonds que l'Empire, pour le moment, peinait à rassembler. Mais ce n'était pas seulement au sud que nos préoccupations s'accumulaient. Un peu plus à l'est, notre frontière avec les orques nous apportait bien des tourments. Ces créatures brutales ne cessèrent de tester nos défenses, et malgré les efforts de nos troupes, la menace ne faiblissait pas. Pour pallier cette situation, nous avions dû conclure un accord coûteux avec nos voisins de l'Est, les Hauts-Elfes, en échange de leur aide militaire et de la protection qu'ils nous offraient contre les incursions des orques. Nous leur versions une solde régulière. Mais ce tribut, autrefois raisonnable, devenait de plus en plus exorbitant. Chaque année, leurs exigences augmentaient et nous nous retrouvions à payer un prix bien trop élevé pour cette protection. Si la situation continuait ainsi, nous serions à la merci des elfes, aussi sûrement qu'à celle des orques. La dépendance envers leurs troupes n'était pas sans danger pour l'indépendance de l'Empire. L'élite elfique, fière et distante, savait parfaitement jouer de cette position de force, et je craignais que cette alliance ne devienne à terme une forme de soumission déguisée. Nous ne pouvions pas nous permettre de rester perpétuellement sous cette tutelle coûteuse. Il était grand temps de trouver une solution pour réduire cette dépendance financière, et les nains, avec leurs ressources inépuisables, pouvaient peut-être offrir une alternative. L'or des montagnes pouvait nous permettre de nous libérer des chaînes imposées par les elfes, à condition que le roi des nains accepte de soutenir l'Empire. Une discussion avec Arion, le conseiller des finances, devenait de plus en plus urgente. Lui seul connaissait les chiffres exacts, les montants déboursés, les entrées et les sorties. Il avait une compréhension fine de la complexité de notre situation économique et pourrait me fournir une vision claire des ajustements à envisager. Mais Arion avait l'étrange talent de se rendre invisible au moment où l'on avait le plus besoin de lui. Où pouvait-il bien être? Sans doute à la recherche du prince Timène, lui aussi. Le jeune héritier avait l'habitude de semer la confusion au palais avec ses escapades incessantes. Et bien qu'Arion n'ait guère de patience pour les caprices d'un enfant, il n'avait d'autre choix que de s'occuper de ses affaires lorsqu'on lui en donnait l'ordre. Je ne pouvais m'empêcher de sourire en pensant à cette scène.
Arion, homme d'une rigueur implacable, poursuivant un jeune prince à travers les jardins du palais. C'était un spectacle rare et probablement aussi source de frustration pour lui que d'amusement pour Timène. Pourtant, malgré son tempérament austère, Arion était l'un des rouages les plus essentiels de notre machine impériale. Il avait réussi, à plusieurs reprises, à éviter des crises financières en trouvant des solutions que d'autres n'auraient jamais envisagées. Mais même lui ne pourrait pas faire de miracle sans ressources supplémentaires. Il fallait donc agir vite. L'alliance avec les nains devait être renforcée, à tout prix. Il en allait non seulement de la stabilité de l'Empire, mais aussi de notre capacité à répondre aux défis multiples qui se dressaient à l'horizon.